quand on réfléchit à la complexité du nombre d'intervenants, à la fois en vertical, en horizontal, sur les différentes thématiques, le public, le parapublic, aucun projet, on parlait de start-up tout à l'heure, on parlait d'innovation, je crois qu'aucune de ces initiatives n'aurait le succès qu'elles ont si elles étaient organisées de la sorte. Donc il y a à la fois, me semble-t-il, un sujet d'interface, et je me dis que si pour moi, installé là depuis presque 20 ans, avec un groupe qui a eu beaucoup d'activités, j'ose pas imaginer la perspective pour quelqu'un qui est à des milliers de kilomètres de là, qui n'a jamais investi, qui n'a jamais eu d'exploitation sur place, je ne peux qu'imaginer la difficulté d'intervenir. Je pense que ça, c'est très compliqué. La deuxième chose qui me paraît très compliquée, c'est qu'on parlait tout à l'heure de raccourcir les délais, ce qui est sans doute indispensable, mais néanmoins, même si ces délais sont raccourcis, ils resteront, me semble-t-il, toujours au-delà du temps politique. Et donc, une des choses qui me frappe encore une fois, les gens de grand talent que je croise régulièrement sur les différents projets au sein de ce qu'est le Grand Paris, c'est comment apolitiser finalement l'effort et l'énergie qui sont consacrés par des gens, encore une fois, de talent, qui se donnent le plus grand mal, mais dont finalement les alternances privent les projets sous-jacents d'une énorme efficacité. Il faut qu'on intègre le secteur privé, pas en aval, pas pour servir de bouche-trou, mais pour vraiment dans la conception même des projets. Donc ça veut dire qu'il faut que nous pensions davantage Paris, le Grand Paris, en termes de partenariat public-privé, d'investissement privé. Ça veut dire aussi s'interroger sur le cadre juridique. Toutes les réflexions autour de l'amphithéose et sur le prix du foncier sont évidemment majeures. Et j'ajouterais également 2 points. Il faut que nous accélérions les délais, mais que nous n'ayons pas trop de doutes sur la France. Parce que je pense qu'on ne peut pas vendre bien quelque chose si on n'y croit pas. Et je crois qu'il faut que nous retrouvons dans le projet du Grand Paris, mais au-delà, si nous nous projetons dans la durée, des raisons de croire en la France. De 2 points de vue. D'abord, je dirais, et les Chinois qui pensent à très long terme, et nos partenaires de CIC pensent à très long terme, ils voient la France aujourd'hui et le Grand Paris comme la porte d'entrée de l'Europe, mais ils la voient également comme la plateforme de rebond vers un espace francophone qui aujourd'hui représente en Afrique, avec l'Afrique, 220 millions d'habitants sur 7 milliards, donc c'est-à-dire 3% de la population mondiale, mais dont toutes les anticipations mettent cet espace francophone à 700 millions d'habitants au milieu du siècle sur 9 milliards, soit 8% de la population mondiale, et c'est une des dernières frontières de la croissance. Donc l'idée qu'à partir de Paris, on puisse rebondir non seulement vers l'Europe, mais vers l'Afrique, notamment dans la perspective chinoise One Road, One Belt, de la nouvelle route de la soie, c'est évidemment un enjeu majeur. Le deuxième sujet, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la dimension du Grand Paris en termes de prescripteur. C'est-à-dire, au fond, avec le Grand Paris, la France va renouer avec ce qui a été son rôle au XIXe siècle de prescripteur dans le domaine du développement urbain. Oui, nous en avons parlé ce matin. C'est vraiment quelque chose de très important. Ça, c'est très, très important parce que quand on regarde les pays émergents au XIXe siècle, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'inspirent du modèle urbain français. C'est Pierre-Charles L'Enfant qui fait le plan de Washington aux États-Unis, c'est le Khedive du Caire qui fait aménager autour du canal de Suez une nouvelle ville du Caire sur le modèle français. Et ensuite, le XXe siècle, c'est la ville américaine. Alors, c'est un énorme succès très attractif aux États-Unis, mais le modèle de développement américain en Chine, ça aboutit à des monstres urbains qui ne sont pas gérables. Et aujourd'hui, l'idée de penser la ville durable à la manière française va permettre de vendre derrière tout un certain nombre de savoir-faire. Donc c'est là aussi qui est l'énorme enjeu d'attractivité auquel un certain nombre de nos partenaires sont très sensibles. L'influence de la finance internationale sur l'économie réelle, et le point de rencontre, c'est très clairement l'immobilier, et notamment l'immobilier des espaces d'affaires, et demain, je l'espère en tout cas, du logement. Donc les raisons pour lesquelles ça s'est passé sur la Défense, c'est très simple, mais elles valent aussi pour Paris. C'est premièrement une attractivité en termes de rendement, parce que partout ailleurs, il y a eu, notamment à Londres, qui est notre grand concurrent, il y a eu une attractivité telle qu'aujourd'hui, les loyers et le terrain sont 2 fois ou parfois 1,5 fois plus chers qu'à Paris, et donc les rendements sont 2 fois inférieurs. Donc Paris, globalement, est plus attractif.
La première couronne parisienne est d'autant plus attractive par rapport à des comparaisons qui sont celles de la première couronne londonienne, et même parfois des villes allemandes. Par ailleurs, la démonstration, c'est que c'est un marché très liquide. Alors pour un investisseur, savoir qu'il va pouvoir revendre, c'est essentiel. Donc on comprend mieux les ressorts. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que nous sommes dans un domaine dans lequel, au fond, ceux qui étaient les grands professionnels du véhicule en termes de marketing pour la France sont très absents. Pendant très longtemps, on a été très fort dans les systèmes permettant de développer l'attractivité de la France en termes d'investissement industriel, c'est le rôle de la FI, et on a eu un dispositif d'export pour favoriser l'export qui était très fort. C'était d'abord la DRE, puis ensuite UbiFrance. Moi, quand j'étais à la FI, et j'y ai passé 5 ans, plutôt avant la FI, même la DATAR, il était interdit de s'occuper de finance et d'immobilier. Il se trouve qu'aujourd'hui, je suis dans l'épicentre et de la rencontre des deux, et je me rends compte à quel point, sur le plan de l'économie réelle et de la création d'emplois, c'était une erreur avant, et ça resterait aujourd'hui une erreur de ne pas s'en occuper. Or, personne ne s'en occupe vraiment. Ce n'est pas du tout faire affront à nos amis d'Ubifrance, ex-Ubifrance ou ex-AFI, aujourd'hui réunis dans Business France, que de dire que c'est un nouveau métier pour eux et qu'ils l'apprennent. Mais toujours est-il que Paris Capital Économique occupe un créneau lorsque nous parlons à des investisseurs étrangers qui n'est occupé en réalité par personne, à la fois dans le témoignage et par ailleurs dans la compréhension de leur propre logique. Donc par conséquent, je pense qu'il faut y réfléchir parce qu'on occupe un créneau sans le savoir, qui est un créneau qui n'existe pratiquement pas ailleurs. Si, on en est très conscient parce qu'on a vu que, en fait, moi, quand je suis arrivée à la tête des Paris de France en 2002, je me suis aperçue que personne ne vendait jamais l'immobilier et personne ne voulait le faire. C'était même, on disait, c'est pas créateur d'emplois, alors que franchement, c'est la porte d'entrée pour les investisseurs en France et ailleurs. Et on a occupé un créneau tout simplement parce que d'abord, on avait des professionnels qu'il fallait autour de la table. N'oublions pas que nous, c'est pas Paris de France qui vend à l'étranger, c'est les professionnels qui viennent avec nous et qui sont, eux, capables de mettre en valeur leurs produits, mais aussi un système juridique, une fiscalité, l'attractivité, un fonds souverain, etc. Donc, en fait, je crois que c'est ça la grande valeur de Paris de France Capital Économique, et ça, Business France l'a très bien compris, c'est que nous, on va avec les acteurs économiques qui parlent à des acteurs économiques, et on a reçu toujours un très bon niveau parce que les gens veulent voir les gens de l'économie réelle. Les institutionnels, c'est bien, mais ils veulent aussi voir ceux qui font du business avec eux. Mais encore une fois, dans les acteurs économiques, il y a différentes typologies. Et il y en a une à laquelle on ne sait pas très bien parler en France parce que les dispositifs publics n'étaient pas faits pour ça. C'est la finance et l'immobilier. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a une troisième dimension que je voudrais faire valoir, c'est que jamais la question de l'attractivité internationale à l'égard de l'investissement international n'a été aussi présente. Il ne faut pas oublier que pendant longtemps, ça a été un gros mot. On faisait de l'export, il y a 20 ans, 30 ans. On faisait de l'attractivité internationale à l'égard de l'industrie ou de la nouvelle économie. Il y a 10 ans, ça fait quand même très peu de temps qu'on se dit que les investisseurs internationaux ont leur place en France, parce que pendant très longtemps, et j'en parle à un ancien diplomate, tout notre dispositif de présence à l'étranger pensait qu'il ne fallait pas vendre les bijoux de famille. Très simple. Bon. Tu disais, Nadra, et tu n'étais pas le seul, que la lenteur de la France, etc., sa lourdeur, tout ce qu'on veut. Bon, je crois qu'il faudrait, pour se mettre des objectifs, il faut commencer par se mettre un benchmark. Et qu'aujourd'hui, on n'a pas de benchmark. On dit tous c'est trop lent. On dit tous c'est trop lourd, on dit tous il y a trop de ceci, trop de règles, mais ça coûte combien? Et en fait, cette réponse-là, elle n'est pas uniquement académique. Je pense qu'effectivement, il faudra un peu de recherche académique pour essayer de déterminer le coût réel de cela. Il est peut-être très important, il n'est peut-être pas si important que ça. Mais je ne sais pas exactement comment ça se calcule, c'est parce que c'est un manque à gagner de PIB. C'est-à-dire qu'on raisonne toujours en prenant un numérateur qui est la dépense publique sur un dénominateur qui est le PIB, pour dire on est à 56%, c'est trop. Mais est-ce que c'est le numérateur qui est trop élevé ou le dénominateur qui est trop bas? Autrement dit, quel est le PIB par habitant de la France, par exemple, en 2015 par rapport à l'Angleterre? Quel était le PIB par habitant de l'Angleterre en 1980? Et quel était le PIB de la France par habitant en 1980? Et c'est ça qui nous dirait si, effectivement, nous sommes un pays qui n'a pas assez d'efficacité économique. Et l'une des explications étant peut-être sa lourdeur. Mais tant qu'on n'a pas fait un objectif d'analyse et qu'on ne s'est pas mis de benchmark, on va continuer à discuter sans avoir déterminé d'objectif.
On a eu la position de M. Poitrinal, on a eu la position de M. Ollier. Il y a juste une chose que je ne comprends pas et que je répète à cette tribune tous les ans. Et que, pourquoi je le répète? Parce que c'est ce que nous disent les investisseurs lorsqu'ils viennent nous voir. Ils disent, à Paris, Paris c'est la France, puisque c'est 52% du PIB, donc on comprend que l'État s'en mêle. On comprend qu'il y a un maire et qu'il y ait des maires dans les communes. On comprend qu'il y a une région. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que tous les 18 mois, par votre mécanisme électoral et votre absence de synchronisation, on aboutisse à une gouvernance émiettée avec une remise en cause de ce qu'a fait son prédécesseur à un rythme de 18 mois ou de 30 mois maximum. Si vous regardez bien, l'État ne peut pas se désintéresser de Paris. Donc l'État et le président de la République, à chaque fois qu'il est élu, dit « j'ai un projet pour l'Île-de-France ». Ce n'est pas possible autrement. Et on l'a bien vu ces derniers temps. La région, lorsqu'elle se fait élire, nécessairement, elle a un projet pour Paris. Mais dans son calendrier électoral, elle arrive à peu près à mi-mandat. Puis les municipales, qui, elles, interviennent tous les 6 mois. Alors il y a eu un énorme progrès, malgré tout, c'est la métropole, parce qu'on ramène 131 morceaux de la mosaïque en 13 territoires. En soi, c'est un effort d'organisation fantastique. Mais si vous réfléchissez bien, regardez le Grand Lyon. Le Grand Lyon, sans loi, par lui-même, a effectivement fédéré toutes les prérogatives, urbanisme, logement, développement économique, éducation, etc., en une seule et unique conurbation, a absorbé son département et n'a pas la région sur le dos. Effectivement, vous pouvez faire avancer sur une gouvernance simplifiée un projet à Lyon en respectant la démocratie locale. Il en est de même à Londres. Ça exaspère effectivement le gouvernement britannique d'avoir la puissance d'un Boris Johnson à côté, mais enfin bon, c'est un fait et ça fonctionne. À Paris, un investisseur étranger qui arrive effectivement à des investissements massifs ne sait pas à qui s'adresser.